Hello tout le monde. L'idée ici de la vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu la fiche de qualification d'une opportunité. Qualifier une opportunité, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. La première chose, ça veut dire déjà comprendre, le potentiel de l'opportunité. Comprendre, est-ce que ça vaut le coup d'investir du temps dessus, de l'énergie, alors qu'on pourrait peut-être dépenser son énergie sur quelque chose de plus prometteur. Il est primordial de comprendre que chiffrer à tout va, chiffrer toutes les demandes ne vous amènera pas plus de devis. Donc cette phase de qualification qui intervient avant d'émettre une offre, après la phase de découverte, est une phase extrêmement importante. Quand on travaille en entreprise, cette phase de qualification, elle doit se faire en équipe. Si vous décidez, vous êtes rédacteur d'une offre, ingénieur d'application, vous n'êtes pas le vendeur, vous n'êtes pas manager. Si vous décidez de refuser de chiffrer une offre parce que vous estimez qu'il n'y a pas de potentiel, et que vous n'avez pas fait ce travail d'équipe avant de sélection ou d'établissement des critères, vous risquez de vous voir opposer une fin de non-recevoir. Dans la tête des managers, dans la tête des dirigeants de l'entreprise, il est encore fortement ancré que plus on répond à des offres, plus on a de commandes. Donc si vous allez directement, si vous refusez directement de chiffrer, vous allez vous taper un mur. Donc moi, ce que je recommande, c'est de s'asseoir avec votre commercial, avec les commerciales de l'équipe, avec votre manager, d'expliquer qu'aujourd'hui, tout chiffrer, c'est pas le plus efficace, mais il faut trier les opportunités, qualifier une opportunité. Le deuxième point d'une qualification, c'est de mapper, de comprendre où on se situe dans le processus du client et d'identifier les informations qu'on ne possède pas. Beaucoup, beaucoup de personnes font l'erreur de remplir cette map de qualification en basant leurs réponses sur leurs suppositions. Or, il est primordial de ne pas inventer les réponses, mais d'utiliser vraiment les informations que vous avez obtenues chez votre client. Pourquoi? Parce que cette phase d'identification vous permet d'identifier vos points faibles, vos red flags, et après, vous allez continuer d'investiguer, d'aller fouiner chez le client pour lever les informations que vous n'avez pas et avancer sur le chemin et l'établissement d'un plan d'action. Donc si vous inventez des réponses, vous ne pouvez pas établir votre plan d'action de vendeur, de commercial. D'accord? Donc voilà, donc l'idée, quand on va faire une qualification avec le client, c'est d'identifier plusieurs points. Le numéro un, c'est la vision, ce qu'on appelle son unique selling proposition. Quel est l'objectif du client et comment il se raccroche à ce que moi je peux lui proposer. Il n'y a pas plusieurs objectifs pour un projet, il n'y en a qu'un seul en général. Augmenter un rendement, augmenter son nombre de clients, un seul objectif. Ensuite, la valeur. Qu'est-ce que ça apporte comme valeur financière pour vous? Donc, quel montant ça va vous rapporter et quel impact en valeur ça va apporter au client? Il ne faut pas se contenter de dire au client: «Je vais vous apporter de la valeur». Ça, c'est un autre point. Il faut vraiment comprendre combien exactement vous allez lui donner, quel va être le chemin pour atteindre cette valeur et comment vous pouvez dessiner ce chemin pour lui. Ensuite, on va parler du power, c'est-à-dire quand on va avoir un décisionnaire, vous attaquez une seule personne, c'est facile, vous avez qu'une personne en face de vous. Mais quand vous attaquez du multi-compte, il faut comprendre quel est le positionnement de chacun dans dans cette map. Vous allez avoir le décisionnaire financier, le décisionnaire technique. Vous allez avoir des personnes qui vont interagir avec le projet et qui peuvent avoir leur mot à dire. Donc il faut bien comprendre où se positionne chacun. Et ensuite, déterminer pour chaque personne, on va le voir après, son mode d'achat et son positionnement par rapport à vous. Est-ce qu'il va être plutôt supportive, en support de votre solution, ou est-ce qu'il va être plutôt opposé? Je passe sur les questions, je vous les donne, pour information, mais c'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est vraiment de comprendre quel va être le mode d'achat du client. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, hem: «Je comprends pas parce que, j'attaque, des acheteurs, qui ont déjà une solution, mais, qui veulent pas me recevoir». Et oui, parce que si ton acheteur, il a des attentes de résultats et qu'aujourd'hui, il est au résultat attendu, on va dire qu'il est dans un mode de stabilité.
qui va pas être, enclin à t'acheter quelque chose. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas attaquer ce compte-là. Ça veut dire qu'il faut peut-être l'attaquer avec une priorité moindre par rapport à un client qui va être dans un mode un peu plus, orienté achat. Donc là, je viens de traiter ici le mode stable. Ensuite, on a encore pire que ça, on a un client qui est surconfident, c'est-à-dire surconfiant. Il va penser qu'il est ici en termes de résultats, alors qu'en fait, il est très bas. Et ça, c'est hyper frustrant pour vous parce que vous lui dites, mais il faut que je le convainque. Mais non, parce que lui, il est persuadé de ne pas y être. Donc là, ici, il y a un travail de chauffe pour lui expliquer qu'il n'est pas au résultat attendu et qu'il pourrait y être. Par contre, il faut faire très attention parce que si vous lui dites en frontal qu'il n'est pas au résultat où il est attendu, ça risque de nous mettre en porte-à-faux par rapport à ses propres objectifs en interne. Et là, on revient à la valeur. Quelle valeur quel va être l'objectif pour chacun? Ça peut être pour le décideur financier, on peut avoir un objectif financier, pour l'acheteur un autre objectif et pour le décisionnaire technique, un autre objectif. Donc pour chaque persona de la décision, vous avez plusieurs, modes possibles et plusieurs, objectifs possibles à poursuivre. Je ne vais pas plus dans le détail des ventes complexes parce que ce n'est pas le sujet ici du cours. Ensuite, je reviens sur les modes clients. Donc vous avez un client qui est en mode croissance, growth en anglais. C'est-à-dire qu'il est à un résultat aujourd'hui à peu près stable, mais son objectif, c'est un objectif de croissance. Et pour atteindre cette croissance, il va falloir qu'il comble un gap. Et il ne peut pas combler le gap sans rien faire. Donc, c'est intéressant pour vous parce que si votre solution, elle lui permet de remplir le gap entre l'objectif où il est aujourd'hui et l'objectif qu'il cherche à atteindre, votre solution va être reçue positivement. Et le top du top, c'est effectivement le client qui va être en mode trouble, en mode gros problème, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un résultat qui n'est pas aux attentes et qui se dégrade très rapidement. Donc s'il ne fait rien, ses objectifs vont tendre à s'éloigner des objectifs voulus. Donc là, encore une fois, vous devez faire visualiser au client le gap que votre solution va lui permettre de remplir. Donc là, on rentre typiquement dans des solutions de maintenance ou d'amélioration, mais ça peut être autre chose. Le vôtre client, il est en mode trouble, et là, c'est tout bénef pour vous. Enfin, dernier point, la compétition possible face à vous. Alors, quand on parle de compétition, on pense tout de suite à la compétition d'un concurrent. Mais ce n'est pas la seule compétition qu'on a face à soi. La compétition d'un concurrent, c'est une des compétitions possibles. Mais on a aussi la possibilité pour le client d'utiliser des ressources en interne. Donc là, je pense à nos amis freelance, copywriter, community manager ou des choses comme ça. Le client peut très bien décider de prendre un alternant ou un stagiaire pour faire ce que vous lui proposez. Donc ça ne veut pas dire que encore une fois, que vous ne devez pas attaquer ce compte. Vous avez sûrement des valeurs à mettre des bénéfices à mettre en avant par rapport à ce type de ressources. Mais si vous ne posez pas la question, vous ne saurez pas où vous positionner par rapport à cette compétition-là. Ensuite, le client, il a des ressources qui sont limitées et il ne va pas utiliser forcément ses ressources financières pour votre projet. Donc, c'est important aussi de parler argent, de parler de budget avec votre client et de comprendre s'il n'est pas susceptible aujourd'hui de mettre votre projet en concurrence avec un autre projet qui n'a rien à voir. Voilà. Donc ça veut dire utiliser le budget sur un autre projet. Et enfin, la pire du pire de la concurrence pour le client, c'est de ne rien faire. Et oui, quelles sont les conséquences aujourd'hui pour lui de changer quelque chose? Si la réponse est pas grand-chose, vous avez quand même peu de chances qu'il se passe quelque chose et qu'il vous passe une commande. Donc il faut absolument, je crois que j'ai mis des questions dessus pour parler de ça, mais il faut absolument comprendre que le ne rien faire, c'est, allez, 60 de vos clients que vous allez rencontrer. Les gens ne sont pas prêts à bouger pour de multiples raisons. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Téléchargez la fiche et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires.